Bonjour chers auditeurs, vous êtes bien à l'écoute du journal de la réplique de Bernard Anthony, animé aujourd'hui par Didier Rochard, votre serviteur. Et nous allons, comme j'espère, comme d'habitude, vous fournir une émission fort intéressante, une émission qui va certainement décoiffer certaines personnes, une émission un peu polémique peut-être d'ailleurs, mais ça c'est très bon signe, car je vous invite à entendre l'émission jusqu'au bout pour avoir les arguments de mon invité. Alors avant de vous le présenter, car sans ça je ne pourrais plus le faire taire, je voudrais vous rappeler que le dimanche 12 janvier, donc dimanche prochain pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui et mercredi, à 14h30, dès 14h30, vous pourrez assister à un hommage à Élie Denoy de Saint-Marc, témoin du siècle. Alors sous forme de film, sous forme de témoignage, un certain nombre de personnalités viendront accompagner en quelque sorte cet hommage. Il y aura des livres, il y aura un stand de Militaria pour ceux que cela intéresse, avec le CNC et Roger Hollande qui sera présent également pour signer ses livres. C'est bien le 12 janvier à 14h30, Scène Watteau, 1 place du théâtre à Nogent-sur-Marne. 1 place du théâtre à Nogent-sur-Marne. Et le film est celui de Marcella Ferraru et de Jean-Marie Schmiss du Secours de France, que vous connaissez, j'espère déjà. C'est un film remarquable et qui nous dit tout de cet homme qui a su à la fois, comme il disait dans une conférence à Saint-Cyr-Coët-Quidan, les qualités de l'officier français aujourd'hui, pour les officiers subalternes, c'est d'obéir aux ordres, et pour les officiers supérieurs, c'est de désobéir aux ordres. Alors, je rappelle que c'est le 12 janvier, dès 14h, mais à 14h30, Scène Watteau, 1 place du théâtre, 94 130 Nogent-sur-Marne. Voici, c'est l'annonce que je vous fais aujourd'hui, et j'ai la très grande joie, voici un officier supérieur qui a désobéi aux ordres, si je puis dire, ou plus exactement, qui se bat aujourd'hui pour la santé publique, pour votre santé, chers auditeurs, pour la santé de vos enfants. Il s'agit du professeur Jean-Bernard Fourtillan. Bonjour, professeur. Bonjour. Alors, c'est un grand honneur que vous me faites de participer à cette émission, car pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité et les faits divers, parce que malheureusement, cette affaire qui est d'une importance énorme, considérable, mondiale, a été traitée sous forme d'un fait divers. Vous avez été, cher professeur, et vous nous direz votre statut, mais vous avez été traité par notre ministre de la Santé de charlatan, ce qui est quand même de la part d'un ministre de la Santé un tout petit peu inquiétant. Je rappelle que la ministre de la Santé est quand même responsable de l'ensemble de l'institution médicale française, et vous en êtes un des plus éminents professeurs, et sans aucune timidité, je vous demande de vous présenter et en quelques mots quand même, parce que si on lit votre CV, on en a pour 3 jours, donc de donner votre poste d'observation et votre poste de réaction face à ce que nous allons appeler une catastrophe internationale. Voilà. Bon, écoutez, je suis professeur honoraire de chimie thérapeutique. J'ai enseigné à la faculté de médecine et de pharmacie de Poitiers pendant 40 ans. J'étais agrégé de chimie thérapeutique en 1972. Et j'ai enseigné, j'ai pris ma retraite en 2008, donc, et en même temps que j'ai été également pharmacien des hôpitaux, et j'enseignais la chimie thérapeutique et la pharmacocinétique. Et en même temps, je suis le seul universitaire de médecine et de pharmacie en France à avoir créé une entreprise, donc un centre de recherche biomédicale, qui était doté d'une clinique de 24 lits pour volontaires sains et d'un laboratoire d'analyse. Et j'étais un centre de phase 1, ce qu'on appelle un centre phase 1, dans lequel on administre les premières administrations des médicaments à l'homme. Et pour entrer en phase 1, il faut que les médicaments, préalablement à l'administration chez l'homme, aient fait la preuve de leur non-toxicité. Et vous allez voir que dans le cas qui nous intéresse, l'aluminium s'était révélé toxique. Et donc,
était interdit chez l'homme, comme je vais vous le montrer, mais on l'avait oublié. Alors, on a entendu parler de vous, professeur Fourtillan, parce que les grosses médias, comme on dit, ont repris une information, fausse naturellement, mais ça on a l'habitude, comme quoi vous pratiquiez des expérimentations médicamenteuses sur des patients, en dehors de tout protocole officiel, etc., et que vous réunissiez, au resco référence, vous réunissiez vos patients, ceux qui allaient pouvoir bénéficier de traitements très spécifiques que vous allez nous décrire tout à l'heure. Donc, vous les réunissiez dans une abbaye. Alors ça, évidemment, là, on touche à l'intouchable. En fait, dans cette abbaye, l'avantage, c'est qu'il y avait de la place. Et surtout, vous aviez besoin d'avoir la présence de ces patients pour leur faire un certain nombre d'analyses avant de leur proposer le traitement qui n'en est pas un, finalement. Enfin, ça vous allez nous expliquer. Alors, c'est d'autant plus extraordinaire, cette affaire, qui a donc été relayée dans les faits divers, que la plupart des journalistes vous ont donc, la ministre vous a présenté comme un charlatan. Le directeur de l'ANSM aussi. Le directeur de l'ANSM, donc ANSM... Agence nationale de sécurité du médicament, c'est l'autorité qui veille sur notre santé. Que la plupart des journalistes ont dit que malgré leurs sollicitations, vous refusiez de leur parler, ce qui est évidemment une aberration totale, ça n'a jamais existé, mais vous avez quand même été mis en examen. Non, pardon. Je ne serai pas mis en examen. Vous ne serez pas mis en examen. Vous avez été quand même interrogé par la police, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez été perquisitionné en plus pour trouver je ne sais quoi. Et ce qu'il faut savoir pour les auditeurs, et vous allez nous renseigner là-dessus, c'est que on a l'impression que cette pseudo-expérimentation est tombée tout d'un coup comme ça, alors que vos préconisations, vos mises en garde ont été largement faites, y compris vis-à-vis de la ministre de la Santé, Madame Buzyn, qui tombait des nues, et même du président de la République. Alors, une petite chronologie sur cette affaire. Alors, d'abord, effectivement, on peut se demander quelles sont les relations entre les patchs. Les patchs sont des patchs transdermiques qui contiennent deux hormones du système veille-sommeil que j'ai découvert, car j'ai découvert en 1994 la valentonine, qui est la véritable hormone du sommeil, c'est pas la mélatonine, et c'est également l'hormone du sommeil et de la nuit. Et plus tard, un peu plus tard, dans les années 2000, j'ai découvert que entre la mélatonine et la valentonine, une autre hormone, qui était le 6-déoxyramalan, c'était l'hormone du jour et de la veille, et elle avait été découverte par une équipe très prestigieuse de chercheurs. Donc, c'était la même équipe qui avait découvert la mélatonine. Et ce sont trois hormones, la mélatonine, le 6-déoxyramalan et la valentonine, sont trois hormones qui sont sécrétées en même temps par la glande pinéale et qui constituent le système veille-sommeil. C'est-à-dire le système de régulation de l'organisme, total de l'organisme, des vies psychiques et des vies végétatives. Ça règle tout. Et avec deux petites hormones, le 6-déoxyramalan, l'hormone du jour, et la valentonine, l'hormone de la nuit, eh bien, on passe alternativement l'organisme pendant 24 heures en mode sommeil pendant 8 heures et en mode veille pendant 24 heures. Et tout est opposé en ce qui concerne la pression artérielle, la fréquence cardiaque, qui sont diminuées pendant la nuit, les muscles sont relâchés pendant la nuit, et la nuit on dort. Et tout d'un coup, au bout de ces 8 heures, à la fin de la sécrétion, eh bien, on change de mode en quelques minutes, car le 6-déoxyramalan devient prépondérant, et la pression artérielle augmente, la fréquence cardiaque augmente, ainsi que les muscles sont contractés, et on est éveillé. Et en même temps... Donc, d'où le fait qu'il fallait que vous ayez vos patients dans un lieu unique, en quelque sorte, pour pouvoir leur faire les prélèvements nécessaires, les analyses de sang nécessaires, à ce moment-là, au moment du passage. Alors, donc, effectivement, on a découvert, parce que ce qui est extraordinaire, c'est que l'organisme, c'est quelque chose de complexe. Et bon, on peut imaginer que quand l'organisme a été créé, donc pour nous c'est au cours de la Genèse, mais ça y a eu un créateur, hein, donc il n'y a pas eu. Et donc tout a été fait au dernier moment, quand il a fallu réguler cet organisme pendant 24 heures, ben on l'a régulé avec deux hormones.
Vous ne pouvez pas régler un système aussi complexe avec des millions de boutons, avec 50 boutons, c'est pas possible. Les boutons, c'est les hormones, hein, on a compris. Oui. Et ces deux hormones, ce sont des hormones parce que une hormone, c'est une substance qui est produite par une glande. Et quand on vous dit que les neurotransmetteurs sont des hormones, c'est faux. Parce qu'une hormone, ce sont des substances qui sont produites par une glande, là en l'occurrence la glande pinéale, qui sont sécrétées, qui se déversent dans la circulation sanguine, elles sont stables, elles vont agir à distance sur les récepteurs pour déterminer une action dynamique ou une action biochimique, dynamique, contraction d'un muscle, biochimique, métabolisme, etc. Et effectivement, donc, l'organisme est réglé par ces deux. Donc le mode sommeil, le mode veille. Ça, c'est une découverte fondamentale qu'on ignorait totalement depuis la préhistoire. Parce qu'on ne savait pas pourquoi on était éveillé le jour et avec l'organisme en sens inverse. Le reste en constant. C'est une découverte fabuleuse. Et en plus, ce système veille-sommeil explique, nous amène de toutes les causes des maladies. Alors voilà. On n'en connaissait aucune. Aucun mécanisme de maladie. En particulier les maladies neurologiques. Et on ne connaissait pas non plus les mécanismes des médicaments qui sont censés les guérir. Donc, vous voyez le problème. On soignait des maladies dont on ne connaissait pas le mécanisme, et des médicaments dont on ne connaissait pas les modes d'action. Et c'est changé. Maintenant, on peut ainsi dire qu'on connaît, on connaît le mécanisme de toutes les maladies et le moyen de les traiter avec ces hormones pinéales. Et effectivement, on a tout démontré. D'ailleurs, j'ai écrit un livre. Les gens qui parlent de publication, bien sûr, il ne faut pas publier quand on découvre des choses comme ça. Il faut prendre des brevets. Oui. Et depuis 1994, les gens qui nous reprochent de ne pas avoir publié, c'est qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un brevet. Voilà. Un brevet, c'est une publication extrêmement sérieuse, parce que vous ne pouvez pas breveter quelque chose si vous n'avez pas fait la démonstration. Par contre, on peut publier des erreurs, des choses monumentales. Il suffit d'être bien placé auprès d'un comité de lecture et ça marche. Voilà. Donc, effectivement, cette découverte débouchait directement sur un médicament, parce que finalement, cette sécrétion, soit elle est déficiente, soit normalement, nous avons d'abord. C'est la seule inégalité qu'on puisse connaître chez l'homme. Alors on se demande si le diable est intervenu. Parce qu'il y a une différence, nous sommes tous inégaux. Ça peut varier de 1 à 1000, la sécrétion. Alors, quand la sécrétion est normale, bon, il peut y avoir une sécrétion. Quand elle est excessive, c'est le cas des psychoses. Donc, ces deux hormones, la nuit, ils dorment très bien. Mais dès que dès que la sécrétion s'arrête, le syntoxermelon qui est aussi puissant que le LSD monte très haut, les gens sont hallucinés à un niveau extraordinaire, ils sont hallucinés. Mais ce qui est très intéressant, c'est que chez ces sujets, ils ne sont jamais malades. Par exemple, les psychotiques ou les schizophrènes, je pense qu'il y a 670 000 schizophrènes en France, n'ont jamais de cancer. Pourquoi ? Parce qu'ils ont beaucoup d'hormones, et justement, ce sont ces hormones qui règlent le thymus et qui sont responsables de la stimulation, de la production des lymphocytes, et qui augmentent les défenses immunitaires. Donc, ils n'ont jamais de cancer. D'accord. Et la même chose, je vous garantis, j'en ai parlé aux cancérologues, effectivement, ils n'ont jamais vu de cancer chez ces malades. Et j'en ai parlé également, il n'y a pas de myopathie chez ces sujets, ils n'ont jamais de myopathie. Donc, Téléthon, il est intéressant, effectivement, et on peut s'attendre que finalement, quand on augmente quand on amène à l'organisme, dans un cancer, ou qui a des problèmes de stimulation de lymphocytaire, de défense immunitaire, et bien sûr, on augmente ces défenses immunitaires par ce moyen, et bien, on guérira les cancers, ou on les évitera. Alors, d'où les patchs. D'où les patchs. Alors, les patchs, alors, donc, il y avait un patch. On a un patch pour les psychotiques. Alors là, évidemment, on ne donnera que la valentonine pour écréter à la fin de la sécrétion la différence entre le syntoxermelon et le truc, pour diminuer et pour les amener dans la condition normale. Et on pourra se passer des neuroleptiques, c'est-à-dire qu'ils seront tout à fait normaux. Et dans l'autre cas, le plus fréquent, c'est les maladies neurodégénératives ou les maladies neurologiques. Alors là, ça dépend des taux que vous avez quand vous êtes jeune. Il y a des variations de 1 à 20 selon les sujets. Quelqu'un qui démarre avec des taux élevés,
sans être excessif, eh bien, il peut arriver à 120 ans, parce qu'il peut aller très loin. Et celui qui a un taux moyen, il peut avoir les maladies d'Alzheimer, par exemple, à partir de 80 ans. Et celui qui a un taux bas, il peut avoir Alzheimer à partir de 65 ans, quoi, mais c'est extrêmement rare. Et effectivement, c'est en relation directe avec la sécrétion de ces hormones, et il y a des inégalités considérables entre les sujets. Et là, effectivement, dans toutes ces maladies neurologiques, même dans Parkinson, eh bien, l'administration du patch est un traitement. Et donc, évidemment, ça va de l'insomnie, du traitement de l'insomnie, des dépressions nerveuses, de toutes les maladies neurologiques, neurodégénératives, telles que Alzheimer, Parkinson, etc. Et effectivement, donc, on savait que ça allait marcher, puisqu'on avait fait la preuve scientifique, parce qu'on a un dossier scientifique extraordinaire. D'abord, il faut rappeler que ce sont des hormones naturelles, qu'on va les administrer sous forme de patch. Et on a réussi, c'est ce qui était extraordinaire, c'est que le patch libère ces produits quand on l'applique sur la peau avec des cinétiques exactement superposables à celles de la glande pinéale. Les courbes sont confondues, on les administre en même temps, entre 22h et 6h du matin, pendant la nuit, et ça vous règle l'organisme, ça vous montre l'organisme, ça le régularise, et l'organisme ne se rend pas compte d'où viennent les hormones, bien sûr, du patch ou de la glande pinéale. Pour le démontrer d'ailleurs, on administrera dans le patch des molécules marquées au deutérium, aux isotopes stables, pour montrer aux autorités d'où viennent, ce qui vient du patch et ce qui vient, et on verra que ce sont les mêmes courbes, mais en spectre de masse, on pourra les différencier. D'accord. Bon. Donc c'est finalement ces choses-là qu'on vous reproche. Attendez, effectivement, en 2017, nous avons décidé de fabriquer un patch, de mettre au point une formulation de patch en vue de faire ces études. Et on a travaillé, et on était prêt de commencer les essais. On avait mis au point des formulations de patch, au point la synthèse de ces hormones, qui est très simple, mais il fallait faire des hormones qualité pharmaceutique, ça demande beaucoup de temps. On a mis plus de 8 mois pour avoir des produits purs à 99,90%, c'est ce qui est absolument remarquable. Et parce qu'évidemment, il faut fabriquer ces hormones. C'est comme la thyroxine, le lévothyrox est fabriqué également. On ne va pas le chercher dans la matière première. Ça serait dangereux. Doute, ouais. Et la mélatonine, c'est la même chose. Donc, effectivement, on les avait fabriqués. Et à ce moment-là, sur ces entrefaites, j'ai voulu, mon ami Henri Joyeux, que je connais depuis 45 ans, devait passer devant la chambre disciplinaire du Conseil de l'Ordre pour savoir s'il allait être radié ou pas radié. Il n'a jamais été radié. Absolument. Nous sommes on a fait croire, tout le monde disait, mais ça arrangeait les laboratoires pharmaceutiques. Alors, il disait qu'il était anti-vaccin. Il n'a jamais été anti-vaccin. Il était contre l'obligation vaccinale, mais ce qui est tout à fait différent, bien sûr. Contre l'aluminium des vaccins. Ça, on en va en parler. J'ai voulu l'aider et je me suis occupé en mai 2018, c'était au mois de mai 2018, le procès. Et j'avais dit simplement que l'aluminium étant un produit toxique chez l'animal, il était impossible de l'administrer à l'homme. Ça aurait dû suffire. Parce que d'ailleurs, la toxicité du produit avait été démontrée par Christopher Exley, chez Animal, qui avait dit que la dose était un produit toxique, puisque la dose toxique était de 0,01 mg d'aluminium par kilo de poids corporel par kilo de poids corporel dans le régime chez Animal. Et en août dernier, il a dit que c'était encore plus bas, 0,001. Donc un produit extrêmement toxique. D'ailleurs toxique, tellement toxique qu'il est interdit chez Animal. Alors, donc on se demande pourquoi on l'administre à l'homme. Ah, oui. Et donc, effectivement, j'avais ça. Et 2 jours avant le procès, un ami de Poitiers me dit, en 2012, l'Académie nationale de médecine a écrit un article dans le bulletin de l'Académie nationale de médecine avec les professeurs Béguet. C'était un groupe de travail qui devait démontrer la non-toxicité de l'aluminium dans les vaccins. Et il me dit, ils ont écrit un article, il me dit, ils en ont conclu, ils ont reconnu que l'aluminium était présent en très petite quantité dans le cerveau, ce qui ne veut rien dire, très petite quantité.
Bon, C'est pas très il me donne scientifique, en tout l'article, cas. il me donne l'article, je mets dans la poche, et puis 2 jours avant, j'étais dans un taxi, j'allais voir l'avocat d'Henri Joyeux, et je sors l'article, et puis mon sang ne fait qu'un tour, et je vois qu'on parlait d'une dose minimale à risque, qui était de 1 mg par kilo d'aluminium par kilo de poids corporel par jour, qui avait été promulguée par la FDA et l'OMS en 1996. Ça, c'est le résultat d'un essai préclinique qui interdit définitivement l'utilisation parce que ça avait été déclaré pour l'aluminium alimentaire, mais l'aluminium alimentaire, c'est l'aluminium par voie orale. Mais ils avaient considéré, ils n'avaient pas pensé que ça pouvait s'appliquer à l'aluminium dans un médicament. Et ils avaient appliqué cette dose, ils l'ont utilisée dans le mauvais sens. Mauvais sens, tout à fait, à l'inverse. À l'inverse. Et ils ont conclu que le produit n'était absolument pas dangereux. Et en plus, pour compléter le tout, ils ont utilisé les chiffres de la voie orale, de la toxicité orale, pour laquelle l'absorption orale est maximale de 1%. Ils l'ont appliqué à la voie intramusculaire pour le vaccin, où c'est absorbé à 100%. À 100%. Alors c'est quelque chose d'incroyable. Et moi, quand j'ai vu ce chiffre, étant donné que je suis toxicocéticien, je sais tout de suite d'où vient l'essai. L'essai a été fait à partir d'une étude faite par un spécialiste incontestable de l'aluminium, qui est le professeur Christopher Exley, qui est un chimiste, qui s'est intéressé à l'aluminium dans l'organisme, qui a fait de la biologie en fait, et qui avait fini par déterminer une étude toxique, et qui avait travaillé chez l'animal, et qui avait démontré que la dose toxique chez l'animal était de 0,01, et après, en août dernier, il a dit que c'était encore pire. Bon. En même temps... Pardonnez-moi, toxique, ça veut bien dire mortel. Toxique, à terme. Voilà. Il faut savoir que le mot toxique veut dire mort à court ou moyen terme. Ça n'a rien à voir avec des problèmes de tolérance. Un produit, par exemple le Mediator, n'est pas toxique, sinon il n'aurait pas eu la MM. Il ne serait jamais venu en phase 1. Moi, je n'ai jamais eu des produits comme ça, puisque j'étais chez l'homme. On ne serait pas venu me voir. Mais je savais ce qu'on faisait, comment on calculait dose toxique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis de la dose donc de 0,01 mg par kilo déterminée par Christopher Exley, et ils ont utilisé une autre étude faite indépendamment par un chimiste qui travaillait à Saclay, qui avait fait sa thèse, qui s'appelle Philippe Joanneau, qui avait déterminé l'absorption par voie orale chez l'animal de l'aluminium qui était administré sous forme de chlorure d'aluminium Al26, des radiomarqués, et il avait mesuré la radioactivité qui passait dans l'organisme. Et il avait déterminé que l'absorption, chez le rat toujours, c'était les mêmes animaux, eh bien, était comprise entre 0,1 et 1%. Et la FDA a utilisé ces résultats. La FDA, c'est la Food and Drug Administration, l'autorité américaine de santé. Il y en a d'autres, il y a le NIH, etc. Et donc, elle a fait le calcul. Et elle a fait le calcul parce qu'ils étaient intéressés pour savoir quelle était la toxicité de l'aluminium dans l'alimentation. Parce qu'effectivement, contrairement au plomb, pour lequel on n'a jamais fait ce genre d'études, donc la toxicité du plomb peut venir des tuyaux de plomb, mais il y en a très peu. Et pourtant, le produit est très toxique. Il est interdit, alors qu'on n'a jamais déterminé les résultats de la toxicité. Mais si on avait calculé la toxicité, ça serait le même ordre de grandeur que l'aluminium. Et c'est strictement interdit. Et là, donc, ils ont calculé. Donc, la FDA a fait le calcul. C'était quelqu'un de compétent à l'époque. Elle a fait les calculs. Et elle a calculé, donc ils ont dit, voilà, la toxicité c'est 0,01, déterminé par Christopher Exley. Et l'autre, donc Philippe Joanneau, avait déterminé l'absorption entre 0,1 et 1%. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais voilà, l'absorption c'est 0,01 mg par kilo. On se place dans les pires conditions d'absorption, dans des aliments. Le pire, c'est qui est 1%. Eh bien, si vous en mettez 100, il en passe 1. Vous multipliez 0,01 par 100, et vous avez 1 mg par kilo. C'était très toxique. 0,01, quand vous le prenez. Et effectivement, et ensuite, ils ont appliqué ça, 1 mg par kilo. Alors, comme ils avaient en tête uniquement, c'était pas du tout toxique, puisque dans les eaux de boisson, avant d'avoir pour un type de 60 kg, 60 mg d'aluminium dans la journée, il fallait se lever de bonne heure. Quoique,
dans les eaux du robinet. On en reparlera dans les eaux du robinet. Il y a des eaux du robinet où il y a 5 mg par litre. Et là, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Dans des stations d'épuration, parce qu'on utilise ça pour la floculation. Et donc, effectivement, ils ont appliqué ça. Et ils ont déterminé, ils ont regardé un enfant de 5 kilos, par exemple. Eh bien, il y a une dose réglementaire. Ils ont dit que 0,85 mg, quand on est dans un vaccin, 0,85 mg, c'est le vaccin de l'hépatite B, on était à 0,82. Donc, le seuil réglementaire, c'était 0,85. Si vous en mettez 0,85, 100% passe, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, 0,85, le 5 kg, pour un gosse de 5 kg, c'est 5 multiplié 0,01, 0,05 mg. Et quand vous dites 0,85 par 0,05, ça fait 17 fois la dose toxique. 17 c'est l'horreur absolue. À la 17 première, fois la dose toxique. à la première vaccination chez l'enfant de 2 mois. Bon, on verra la suite. Donc, ils ont utilisé, alors qu'en fait, ils ont conclu que c'était pas dangereux. Et là, c'était vraiment ubuesque, c'était grotesque, c'était inimaginable. Alors que cette dose minimale toxique dans les aliments, c'est exactement la dose minimale d'un essai préclinique chez l'animal qui est destiné à protéger l'homme et qui interdisait systématiquement 0. Et ça, on le savait. Parce que tous les gens qui avaient travaillé sur l'aluminium savaient qu'il ne fallait pas le donner. Mais comme ils n'avaient que, pour tout et pour tout, qu'ils n'avaient que uniquement que les réactions locales comme la myofascite à macrophage, mais c'est pas ça qui tue. Parce qu'elle passe, mais ça tue. On s'en est rendu compte dans le Parkinson, parce qu'au cours des essais que nous avons faits avec les patchs, eh bien, nous avions des Parkinsoniens, nous avions des Alzheimer, et on avait pris beaucoup de Parkinsoniens. Parce que Parkinson, si le produit est actif, quelqu'un qui ne peut pas marcher, qui se lève, avec le placebo, il ne se lève pas. Et ben voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, là, on a eu 140 Parkinsoniens, et personne ne savait ce qui donnait Parkinson. Personne ne le savait. Oui. Parce que ça arrivait chez l'adulte 15 ans à 30 ans après. Vous avez les myofascites à macrophage de temps en temps. Mais après, ça passait et les gens mouraient. Après, pareil pour les scléroses en plaques, on ne savait pas. Et nous, on s'est rendu compte que les 140 personnes avaient tous eu des métaux. Il y en avait 60% ou 50% qui avaient eu du mercure. Le mercure est très toxique dans les dents, comme plombage dentaire. Il y en avait 10% qui avaient eu du malox. Vous allez voir, du malox. Et il y en avait 30% qui avaient eu le vaccin de l'hépatite B, les plus jeunes, mais enfin, depuis 20 ans, 30 ans après, et ils avaient Parkinson. Pour des poids de 60 kilos. Mais quand vous donnez à un enfant, la première année, 2,5 à 3,5 mg d'aluminium, vous avez 50 à 80 fois la dose toxique pour un enfant de 5 kilos, et là, celui-là, avant l'âge de 5 ans, 10 ans, il aura Parkinson, puisque un enfant qui est né en 2018, a eu le Parkinson à 10 ans. Hein, et quand il va à l'école, il tremble, et les enfants se moquent de lui, parce qu'il a eu simplement le vaccin hexavalent lorsqu'on a mis en rupture de stock, donc pour gagner de l'argent, et qu'on a introduit dans l'hexavalent de l'aluminium avec l'hépatite B. Donc après, inutile de vous dire que quand on met 11 vaccins à un enfant de 2 mois et pendant la première année, c'est l'horreur absolue. C'est un scandale, c'est un massacre. Voilà. Et 11 vaccins, c'est la loi du 30 décembre 2017. C'est une spécialité, une exception française encore, par Madame la ministre, Madame Buzyn, qui a déclaré à l'Assemblée nationale que le produit ne risquait rien, qu'on ne risquait rien. Et pourtant, je l'ai envoyé en 2018 à Monsieur le Président de la République, je lui ai envoyé un texte. Et malheureusement, là, je crois que mon ami Henri Joyeux a été mal conseillé par ses avocats. Il n'a pas voulu donner la lettre ouverte que nous avions envoyée en public et n'a rien fait. Alors, la première lettre, vous avez envoyé 2 lettres au président de la République, si je ne m'abuse. Parce qu'on s'était rendu compte entre-temps que le Parkinson venait de là. Donc, en fait, vous avez prévenu les plus hautes autorités de la dangerosité, mortifère en quelque sorte, de l'aluminium. Qui est mortifère. Dans l'alimentation, bien évidemment, mais aussi dans les médicaments, puisque... Surtout dans les médicaments. Dans les médicaments. Parce que voilà, le problème, c'est que lorsque l'aluminium alimentaire, lorsqu'on met un composé alimentaire, on peut mettre ce qu'on veut dans les aliments. On peut prendre du cyanure, tout ce qu'on veut, on a le droit. Mais lorsqu'on met un produit dans un médicament, il devient un médicament. Bien sûr. Et lorsque l'aluminium alimentaire, parce que l'aluminium alimentaire, la dose minimale à risque d'aluminium alimentaire, c'était la dose minimum de l'aluminium par voie orale. C'est ça. Donc c'est une étude préclinique faite à protégeante
Normalement, ça aurait dû suffire, Oui. si vous voulez. La toxicité déterminée par excès. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'interdisait chez Animal, et puis que dans tous les produits cosmétiques, on dit 0 aluminium. Et que même Sanofi dit que dans son Vaxigrippe, il n'y a pas d'aluminium. Alors on se demande pourquoi, puisqu'ils savent qu'il y a de l'aluminium. C'est absolument aberrant, mais c'est incroyable. Et ça, c'est dû à l'incompétence totale de toutes les académies, parce que vraiment, c'est absolument incroyable ce genre d'incompétence qui se soit confondu, parce que ça a été décrété par la FDA. Alors Mais justement, après, ils l'ont mal utilisé. FDA et OMS. Et ça a été validé par l'OMS, parce que la FDA, c'est pour les États-Unis, Oui. et validé. Et l'OMS, c'est pour le monde entier. Élargi au niveau mondial par l'OMS. En 1996 déjà. Et depuis 1996, tout le monde, tous les pays sont responsables de tous les morts, parce qu'il y a eu des millions de morts, parce que la maladie de Parkinson, et son exemple, n'existait pas autrefois. Non, c'est Du vrai. temps de Parkinson, il y en avait 20 dans toute l'Europe. C'était les gens qui manipulaient le mercure. Ah oui. Il n'y avait pas d'aluminium. Et vous allez dans les pays, vous allez en Inde, vous allez en Afrique, dans les pays pauvres, quand ils perdent une dent, Oui, on enlève la eux, dent. dans le fond. Et puis on ne les vaccine pas parce qu'il n'y a pas d'argent. On n'a jamais vu de maladie de Parkinson, on n'a jamais vu de sclérose en plaques, on n'a jamais vu de maladie de Charcot, on n'a jamais vu de Cordes-Lévy, on n'a jamais vu ces maladies. Parce que toutes les maladies physiologiques comme Alzheimer et tout sont naturellement efficientes. Évidemment, si vous avez un peu de métal, ça va aggraver les choses. Nous, par exemple, on a vu une centaine d'Alzheimer. Il n'y en avait que 2 ou 3 qui avaient eu des métaux en plus. Mais les autres, ils avaient tous un déficit. Un déficit, d'ailleurs, ça a été publié dans les urines des sujets. Ils ont très peu de mélatonine. Comme la mélatonine, le précurseur des deux autres, c'est un marqueur. Ils n'ont pas de mélatonine. Il y a un effondrement de la sécrétion pinéale. Et il suffit de donner. Voilà, Donc, le supplément on va nécessaire. éradiquer Voilà, c'est le ça. problème on va éradiquer la maladie d'Alzheimer. Par contre, la maladie de Parkinson, elle sera éradiquée lorsqu'on aura supprimé totalement, comme on l'a fait pour le plomb, l'aluminium. L'aluminium. Voilà. Alors, si j'ai bien compris, vous envoyez une lettre au président de la République, Oui. au ministre Qui me répond qui- que normalement tout est bien fait, Voilà, c'est et ça. qui la transmet à la ministre de la Santé. Dormez brave, non Voilà, Jean, madame la ministre de la Santé. tout va bien. Et Elle ne puis- répond pas, elle ne réagit pas. Oui, bien sûr. Certainement pourquoi ? Parce qu'elle est incompétente, excusez-moi de le dire, mais elle est incompétente. Et évidemment, Et c'est elle qui sera- vous. C'est elle Elle qui a vous derrière elle tous les Ah ben, bien experts, sûr. toutes les académies qui sont tous tombés dans le panneau. Et c'est Qui sont elle qui vous. toutes incompétentes. c'est elle qui vous évidemment, traite et elle de dit charlatan. voilà, c'est pas possible. Bon, alors, et puis alors après, vous allez, à la suite de toutes ces circonvolutions, si je puis dire, vous allez écrire une deuxième lettre au président de la République, Ouais. je crois. Alors, 2 ans après, comme ça n'avait pas bougé, lorsqu'il y a eu cet acharnement médiatique, parce que l'ANSM, au moment de l'ouverture du procès Mediator, donc, a voulu faire un scoop. Il m'avait écrit au mois de juin, en me disant, parce que j'avais été dénoncé par le professeur Damier de Nantes, c'est le seul critique que j'ai eu, mais oui, voilà, donc le professeur Damier est un expert. Il est président du conseil scientifique de France Parkinson, qui n'a aucune compétence dans les médicaments, mais qui n'est là que parce qu'il sert de cheval de Troie à l'industrie pharmaceutique pour faire prescrire les produits classiques. Et donc, il nous avait dénoncé. Parce qu'évidemment, on s'est aperçu que la DOPA, qui donne de la dopamine, c'est un mauvais médicament. Les gens qui ne prennent pas de DOPA, les Parkinsoniens, ils meurent moins vite que ceux qui en prennent. Par contre, ceux qui prennent la DOPA, ils sont drogués pendant 4 ans, on appelle ça la lune de miel, mais après ils meurent. Et d'ailleurs, ils n'ont jamais su que la DOPA donne de la dopamine. Mais la dopamine, ça entraîne un relâchement des muscles. Mais le jour, il faut les contracter. Ça marche Oui. plus. Mais comme ils ne savaient pas du tout qu'il y avait devenez deux un phases, légume, quoi. ils ne savaient rien. Et en plus, la DOPA, c'est le précurseur de la noradrénaline. Et si vous donnez la DOPA, vous allez aussi avoir autant de noradrénaline que de dopamine. Alors, et effectivement, vous déséquilibrez tout et vous mourrez plus vite. Et ça, tout le monde vous pourra vous le dire, vous n'avez qu'à en parler. Donc, bien sûr, on leur faisait arrêter la DOPA. Et ça avait des effets spectaculaires. On a eu des gens... ils appellent au secours, d'ailleurs. Vous avez qu'à voir. Oui. Et ces gens-là, comme c'était la veille de l'ouverture du Mediator, ils ont voulu faire un scoop pour se racheter. Et ils sont mal tombés. Parce qu'évidemment, ils nous ont bloqué la fabrication du patch en nous parlant d'essais cliniques sauvages, alors que ce n'était pas du tout un essai clinique sauvage, puisque on a dit que ce n'était pas un médicament. Le patch était fabriqué en disant non for human use, technical sample.
On s'était réunis à 400 personnes qui croyaient à la découverte. Personne ne prescrivait. Les gens ont le droit, on a le droit de prendre un produit, d'ailleurs, ce sont des hormones naturelles. Vous savez, tout le monde dit, les produits naturels qui viennent des plantes, mais là c'est encore mieux. C'est un produit naturel qui vient de l'homme, parce que les hormones naturelles, les produits naturels des plantes sont faits pour les plantes, pas pour l'homme. Et là, c'est encore mieux. Et on les administre au même taux. Donc, on a fait le dossier toxicologique parce que la ministre nous a dit on va le tuer. On va lui faire l'expertise toxicologique des patchs. Elle ne savait pas ce que c'était qu'une dose toxique. On l'avait faite. Elle est merveilleuse. Elle n'avait pas lu le dossier, quoi. Enfin. Ah non, mais elle ne savait rien. Mais ils voulaient faire un coup. C'est ça. Coup médiatique, ça. Et ils ont eu tout faux. Parce que j'ai eu 45 personnes, une attaque. Je suis tombé sur Madame Brigitte Jolivet, qui était le juge en chef. Et ils sont venus chez moi, ils s'étaient réunis. À 7h du matin, j'ai vu débarquer 45 personnes. Il y en avait 15 à la maison, puis après, ils sont tous succédés. Et puis, elle a vu un document. Ça, c'est la perquisition. Voilà. Que elle vous a vu avez un subi. document. Voilà. Et ce document, elle a vu le document que j'avais envoyé confidentiellement au président de la République en grand secret. Et donc, elle l'a vu. Et étant donné qu'il n'y a pas eu de réponse. Vous le lisiez, madame la juge, elle l'a lu en une heure, elle me dit, monsieur Fourtillon, j'ai tout compris, c'est une saloperie, ces produits. Et puis, tous les autres étaient stupéfaits. J'étais en garde à vue pendant 24 heures, mais dans des conditions extraordinaires. Elle m'a tout de suite dit, monsieur Fourtillon, ne vous inquiétez pas, ce soir. Et puis après, pendant toute la garde à vue, ils ont périssionné partout, ils ont tout pris, normal. On a bloqué mes comptes, pas du compte personnel. Je ne le savais pas, je m'en suis aperçu. J'ai dit, madame la juge, je veux absolument que vous contrôliez mes comptes personnels. Parce que des gens qui pensent que je me... Oh, monsieur Fourtillon, ça sera absolument pas nécessaire. On voyait qu'elle était gênée. Ça a été dit dans les médias, d'ailleurs. Naturellement, c'est une histoire de gros fric, enfin, etc. Non, mais ils croyaient avoir un truand. Voilà. Et tous les gars avaient été réunis la veille. Et alors, les types, ils tombaient des nues au fur et à mesure qu'on m'interrogeait. Je répondais à tous les gars, mais monsieur Fourtillon, on tombe des nues. Et le soir, il me raccompagnait chez moi. Monsieur Fourtillon, on veut vous raccompagner, on y tient personnellement. Donc, je sais que je ne suis pas mis à examen. Je sais que, et inutile de vous dire que s'ils avaient trouvé du glas à moudre, s'ils avaient vérifié ce qui était annoncé, je ne pourrais plus parler là maintenant. Absolument. Surtout qu'après, immédiatement, j'ai pensé à ça. J'aurais dit, voilà, vous êtes en train de dénoncer des gens qui fabriquent un produit qui permet de guérir des maladies que vous entraînez, que vous avez facilité par vos vaccins d'aluminium qui donnent la mort, et moi je les soigne de l'autre côté. Alors, après ça, vous avez fait une déclaration aux hommes du monde entier, et je me propose de la lire, tout simplement, et puis vous nous expliquerez, vous donnerez un certain nombre d'explications. Alors, là, on parle tout de suite, on rentre dans le sujet, dans cette déclaration aux hommes du monde entier. Les auditeurs qui seraient intéressés, d'ailleurs, s'ils veulent nous donner leur envoyer à la radio, je pense que le secrétariat pourrait absorber ces coups de téléphone, de façon à avoir vos adresses e-mail, chers auditeurs, et on vous enverrait tous ces documents, d'ailleurs, aucun problème. Et alors là, on ne va pas en parler, on va largement décrire le travail de Robert Kennedy, qui est le petit-fils du président des États-Unis, qui est le neveu. Qui est le neveu, pardon. Et le fils de Robert Kennedy. Le fils de Robert Kennedy, celui qui a été assassiné. Voilà. Alors, parce que je le signale parce que votre lettre commence comme ça. C'est bien la lettre du professeur Jean-Bernard Fourtillon que je lis. Aux États-Unis, donc, ouvrez les guillemets. Aux États-Unis, Robert Kennedy Jr. vient de gagner un procès historique en matière de vaccins contre le gouvernement américain. Il y a un document annexé, bien évidemment, dont le jugement a été rendu le 30 décembre 2019. Ça, c'est un coup du sort. 30 décembre 2017, autorisation en France des 11 valences. 30 décembre 2019 aux États-Unis. Robert Kennedy Jr. est un avocat environnemental éminent qui lutte depuis plus de 30 ans contre la vaccination frauduleuse, obligatoire et à tout va. Il vient de remporter une éclatante victoire. Pour nous qui nous battons pour l'interdiction des vaccins qui contiennent de l'aluminium, cette victoire contre la vaccination forcée et rendue obligatoire pour des raisons purement économiques tombe à point nommé. En effet, dans son jugement, la justice des États-Unis reproche au gouvernement et aux autorités de santé américains d'avoir mis sur le marché des vaccins sans les avoir préalablement testés pour la qualité, l'efficacité et surtout la toxicité afin de s'assurer de leur innocuité. Et cela depuis 32 ans.
Rien de mieux pour faire arrêter définitivement le massacre causé par l'aluminium sur la santé de l'homme. Car au reproche fait aux fabricants de vaccins de ne pas avoir testé, entre autres, l'innocuité des vaccins, que vient de leur faire la justice américaine, vient s'ajouter le reproche le plus grave qu'on puisse faire aux autorités de santé du monde entier, à toutes les organisations scientifiques et professionnelles impliquées dans le domaine de la santé et aux fabricants de vaccins, de ne pas s'être rendu compte qu'en 98, la 96, la FDA et l'OMS avaient officiellement déclaré, mais sans le savoir, l'interdiction formelle et définitive de mettre l'aluminium dans les médicaments à usage humain. En effet, en 1996, la FDA et l'OMS ont promulgué une dose minimale à risque, également dénommée dose minimale toxique, qu'ils ont fixée à 1 mg d'aluminium par kilo de poids corporel et par jour pour l'aluminium alimentaire, en utilisant les données expérimentales toxologiques et pharmacocinétiques effectuées indépendamment chez l'animal par 2 spécialistes de l'aluminium. Vous nous avez expliqué tout ça, professeur. Christopher Exley pour la toxicité de l'aluminium dans l'organisme et Philippe Joanneau pour la pharmacocinétique. Cette promulgation constitue un commandement au-dessus de toutes les lois qui interdit formellement et définitivement de mettre de l'aluminium à quelque dose que ce soit dans les médicaments à usage humain, vaccins et pansements gastriques anti-acides. Voilà. Donc, et c'est la fin de cette lettre. Et puis après, il y a les explications. Alors, en un mot, l'aluminium dans les aliments, dans les médicaments, que ce soit les pansements gastriques comme le Malox, comme le Smecta, enfin tous ces pansements-là, il y en a une liste assez longue, comme dans les vaccins, c'est strictement interdit par l'OMS depuis 1996 et nos autorités de santé le savent. Oui, et si vous voulez, je vous ai dit tout à l'heure que les personnes incompétentes du groupe de travail désigné de l'Académie nationale de médecine en 2012, qui était chargé de démontrer donc l'absence de toxicité de l'aluminium, ont utilisé cette dose minimale à risque en sens inverse, comme des poules qui trouvent un couteau. Ouais. Ils ne savent pas quoi en faire. Et là, c'est grotesque. Et donc, par exemple, 1 mg par kilo par jour, hein, donc il suffit de l'appliquer, cette dose au Malox. Dans le Malox, dans un comprimé de Malox, il y a 400 mg d'aluminium. Et si vous calculez les masses atomiques respectives de l'aluminium, c'est 27. Et OH 3 fois, c'est 51. Et 51 et 27, ça fait 78. Donc, dans un comprimé de 400 mg d'aluminium, vous avez 27 sur 78 multiplié par 400 égale 130 mg d'aluminium. Vous divisez ça par 60 kg, vous avez 2,5 en gros. Dans un comprimé, vous avez 2,5 fois la dose toxique dans un comprimé. Et on peut en prendre 12 par jour, ça fait 30 fois la dose toxique par jour. C'est en vente libre dans les pharmacies. Alors évidemment, quand on fait le calcul en sens inverse, ça n'a rien à voir. Mais tous les médicaments qui contiennent l'aluminium sont évidemment toxiques. Mais quand on utilise le truc en sens inverse, rien n'est toxique. Ça vous en dit long. Et à cause de cette faute impardonnable, depuis 1996, il y a eu des millions de morts de maladies de Parkinson et des trucs, de millions de morts dont toutes les autorités des pays sont responsables. Il va devoir rendre compte quand on va faire arrêter la fabrication. C'est obligé. Alors aux États-Unis, on a des chiffres d'ailleurs. Kennedy, l'avocat, Kennedy a dit que Robert Kennedy donc a dit qu'il estimait qu'il y avait 1 million de morts par an dues à la vaccination depuis un demi-siècle. Alors, quels sont les médicaments qu'il faut éviter, en plus du Malox? Parce qu'il y a une liste... Alors les vaccins, ça on a compris. Hein. Tous les vaccins comportant... Alors, il y a le paradoxe de la rougeole. Un mot sur la rougeole, parce que c'est formidable. La rougeole est le seul vaccin qui reste. Oui, parce que dans celui-là, il n'y a pas d'aluminium. Il n'y a pas d'aluminium. Et là, évidemment, ils ont fait ressortir le spectre de la rougeole qui n'a jamais tué personne. Hein,
il faut les chercher. D'ailleurs, le professeur Béguet, quand il a eu mon certificat là, qui autorise les gens, qui permet aux gens de résister à la vaccination, ben, le seul commentaire qu'il a fait, il est âgé, il n'a pas toutes ses fonctions cognitives. Il a sorti que, comme commentaire, il ne sait pas ce que c'est que la toxico, c'était dangereux de ne pas vacciner parce qu'en Océanie, il venait d'y avoir 72 morts de la rougeole récemment. Alors, on a eu du mal à en trouver un en France. Il était immunodéprimé. On a tous eu la rougeole. Il est certain que si on vaccine contre la rougeole, ça fragilise parce que les gens s'auto-immunisent. C'est le meilleur moyen, c'est ce que dit le professeur Bonontio dans le quotidien du médecin récemment. C'est le meilleur moyen de fragiliser les gens. Alors évidemment, comme les enfants, on a eu le spectre à rougeole, on a balancé ça alors qu'il n'y a pas d'aluminium dans la rougeole. On n'a pas besoin. Enfin, c'est le seul qui reste. Pas d'aluminium dans le vaccin. Dans le vaccin, le ROR, il est indépendant. La piqûre, il y a 3 piqûres. Il y a une piqûre avec 6 vaccins, une piqûre avec 3 et une autre piqûre avec 2 vaccins. Ouais. Ça fait 11 vaccins. Alors, donc, les vaccins à éliminer, puisque il y a de l'aluminium dedans. Tant qu'il y a de l'aluminium, en un mot, il ne faut pas se faire vacciner, quoi. Et alors, les autres médicaments? Les autres médicaments, mais c'est tous les pansements gastriques, parce que, en particulier, l'hydroxyde d'aluminium est une base qui neutralise l'acidité gastrique. Donc, c'est donc un médicament. Effectivement, vous avez vu, vous prenez, en vente libre, le Malox, on a connu. Ben, vous pouvez prendre 30 fois le dose toxique par jour. Moi, j'ai eu du Malox. Je n'ai pas, mais je suis sûr que je vais me faire un DASCA. Mais on a eu plus de 10 malades qui sont dus. C'est le Malox qui leur a donné la maladie de Parkinson. Alors, il y a le Malox, le alors, il y a le phosphalugel. Le phosphalugel, c'est encore pire parce qu'on peut aller jusqu'à 55 fois de dose toxique. Oh non, mais c'est invraisemblable. On n'a jamais vu ça. C'est un massacre. C'est inimaginable. Et le smecta, jusqu'à 80 fois, sous forme de silicate. Bon, après, il y a des produits qui sont plus ou moins absorbés. Parce que les silicates, justement, le silicium permet, quand il complexe l'aluminium, ça sera éliminé dans les matières fécales. Donc là, on a peu de chance, mais enfin, il y en a 80 fois de toxiques. Alors, s'il y en a un peu qui passe, c'est toxique. Et puis, il y a des produits avec le silicate, et comme excipient, les hydroxydes d'aluminium. Alors, c'est l'excipient. C'est la responsabilité. Ils mettent ça comme excipient. D'ailleurs, dans le vaccin, ils disent que le vaccin est absorbé sur l'hydroxyde d'aluminium comme si l'hydroxyde d'aluminium était l'excipient. C'est ça. C'est invraisemblable. Oui. Et donc, l'aluminium et tous les médicaments à usage humain qui contiennent l'aluminium sont toxiques. D'ailleurs, on fait le calcul et pas de problème. Alors, je regarde la liste. Il y a le Rogel. Hein? Le Rogel. Le Rogel, ouais. Le Rogel. Le phosphalugel, ça, vous venez d'en parler. Le Moxidar. Alors, le Moxidar, oui. Enfin, j'ai la liste. Le Xolam. Alors, c'est l'inverse du Malox, c'est pour notre laboratoire. Voilà. Et puis, il y a le Smecta, il y a Gastropulgite, il y a Gastropulgite. Voilà, enfin bref, les auditeurs... Il y a le Bédélix, il y a tout ça. Les auditeurs qui seraient intéressés, vous appelez le secrétariat de TV Liberté et on notera vos coordonnées et le professeur vous enverra donc voilà. Les documents qu'il... Alors, je note que pour les enfants, c'est un massacre, c'est un crime contre l'humanité. Voilà, parce que là, c'est des millions d'enfants. Actuellement, on vaccine uniquement en France pour des raisons de fric, finalement. Parce que je ne pense pas, moi j'ai beaucoup travaillé pour l'industrie, parce que moi j'étais expert, mais pour l'industrie, je faisais des études, moi, je savais ce que c'était, alors que mes collègues, ils utilisaient leur titre de professeur, ils avaient une expérience livresque, mais pas du tout la pratique. Moi j'ai lu en 5 secondes, moi, ça, j'ai compris en 5 secondes, quand les autres, ils ont rien compris, même les profs de toxico. Parce que maintenant, un prof de toxico, il en est encore à l'arsenic du procès Marie Bénard et compagnie. Donc, si vous voulez, c'est pas du tout ça. La toxicologie moderne, un produit qui est toxique, ça veut dire la mort. Voilà, c'est ça. Hein? Et ces enfants, les 800 000, on les condamne, parce qu'un enfant qui a eu à partir de 10 ans la maladie de Parkinson, ceux qui ont 55 fois, 85 fois, quand ils pèsent 5 kilos, la dose toxique... La même dose qu'ont les adultes de 60 à 85 kg, parce qu'un sujet de 85 kg qui a le vaccin de l'hépatite B, il a 1 fois la dose toxique. C'est énorme déjà. Dose toxique, il n'y a pas de dose toxique. Un produit toxique, c'est 0, c'est comme le plomb. D'ailleurs, ce qui est particulier, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est que dans le monde animal, dans le monde vétérinaire, l'aluminium est totalement proscrit tous les médicaments et de tous les vaccins que l'on impose aux animaux. Mais c'est ça qui est invraisemblable. Mais pour l'homme, on l'empoisonne. Et pourquoi on utilise l'aluminium? Alors pourquoi on utilise l'aluminium? Ce sont des adjuvants de stimulation immunitaire, c'est-à-dire ça met en jeu... ne parlez pas trop vite, cher professeur. Ça met en jeu un adjuvant aluminique, on appelle ça, c'est pour mettre en jeu
les défenses immunitaires. Ça fait prendre la Voilà. vaccine, si vous voulez. Et en réalité, il suffit qu'un produit soit toxique. Plus un produit est toxique, meilleur adjuvant il est. Et ça permet de réduire, de diviser. Par exemple, le phosphate de calcium est un adjuvant. Il n'est pas dangereux, mais il faut 4 fois plus de vaccines pour déclencher, pour que ça prenne, alors que l'hydroxyde d'aluminium, il est très dangereux, et quand on l'utilise, il faut 4 fois moins de matière. C'est une histoire de production, de coût. Et c'est quand même un principe incroyable, parce que quand vous déclenchez une stimulation lymphocytaire, quand vous mettez en jeu, vous attaquez l'organisme. Bien sûr. Le concept est idiot. C'est comme maintenant, ils en sont arrivés parce qu'ils pensent que l'immunologie c'est peut-être l'avenir pour la cancérologie, mais l'immunologie, c'est ce qu'on a trouvé nous, c'est de donner des patchs. Parce que eux, ils vont augmenter la production de lymphocytes. C'est ça. Parce que ça contrôle toutes les glandes. C'est pas du tout, par exemple, dans le cancer de la vessie, maintenant, les gens trouvent ça intelligent de donner le BCG. C'est idiot. Parce que ça ne renforce pas les défenses immunitaires de l'organisme. Ça consomme. Ça fatigue l'organisme, Voilà, au contraire. Tout un tas de concepts. Par exemple, un autre exemple, dans les cancers hormonodépendants, eh bien, on utilise en France des anti-hormones. Tout ça pourquoi? Parce qu'on dit que c'est hormonodépendant, parce que la femme n'a pas de prostate et l'homme n'a pas de sein. Et dans les pays étrangers, en Allemagne, on fait le contraire. On donne les hormones. Mais ils se portent mieux que nous. Ça fait 50 ans que ça dure, ça. On ne sait pas pourquoi. Alors, professeur Fourtillan, donc on a bien compris le principe, on a bien compris la catastrophe sanitaire que tous ces produits vont provoquer. Est-ce qu'il y a des moyens de réagir? Vous avez envoyé des lettres au président de la République, il n'a pas répondu, mais ça, on n'imaginait pas non plus qu'il répondait. Il va dire qu'il ne les a pas reçus. En reçus. 2018, ils avaient reçu, il nous a répondu. Vous avez envoyé naturellement tous ces documents à la ministre de la Santé, qui est elle-même médecin, je crois. Enfin, oui, elle est professeure de médecine. Oui. Bon, donc pas de réponse non plus. Ou si, la seule réponse, c'est de vous traiter de charlatan. Enfin, mais maintenant, elle ne parle plus. Maintenant, elle ne parle plus. C'est vrai. C'est vrai qu'on attend des réactions. On n'entend plus parler ni pour les retraites ni pour ce sujet. Voilà. Alors, comment est-ce que ça peut évoluer? Comment la réaction des parents? Je me mets à la place. Je n'ai plus d'enfants dans ces âges-là, mais je me mets à la place des parents. Ils sont obligés, pour inscrire leur enfant à l'école, pour les inscrire à la crèche, pour leur vie sociale en quelque sorte, la seule chose qui soit obligatoire, c'est le vaccin. Alors, voilà. Alors comment faire? Alors, j'ai produit, j'ai fait ça le 22 novembre, j'ai produit un certificat en tant qu'expert pharmacologue toxicologue spécialisé en pharmacocétique. Je suis le seul au monde pratiquement à avoir cette spécialité. Que vous avez présenté devant le ministère, dans une manifestation. J'ai écrit en tant qu'expert pharmacologue, j'ai marqué la dose minimale toxique d'aluminium par voie orale par jour. Donc, il s'agit d'un commandement qui interdit l'administration des vaccins, et j'ai donné pourquoi, et en disant que cette dose minimale à risque avait été confirmée par les membres de l'Académie de médecine qui en ont fait un mauvais usage, malheureusement, pour la santé des personnes vaccinées. J'ai cité la référence. Et effectivement, ça doit suffire. Toute personne qui présente ça, eh bien, elle peut refuser le vaccin. Bon. Et ensuite, j'ai réfléchi un petit peu, parce que ce que je ne comprenais pas au début, je croyais qu'on l'avait fait pour la voie orale, et je ne comprenais pas qu'en fait, les gens ne pensaient qu'aux aliments, l'aluminium alimentaire. Or, aluminium alimentaire, évidemment, c'est synonyme d'aluminium par voie orale. C'était bien sûr, puisqu'ils ont déterminé toutes les effets toxiques. Sûr. Et c'était les résultats d'une étude préclinique gravée dans le marbre à l'FDL ou l'OMS. Donc, on ne peut pas reculer. Et la victoire du professeur Robert Kennedy, qui n'est pas professeur, justement. Non, qui est avocat. Voilà, justement, il n'a pas eu besoin de professeur. Eh oui. Et malheureusement, moi, j'aime pas qu'on m'appelle professeur. J'ai tellement honte de tous mes collègues qui monnaient leur truc, parce que on n'est pas plus doués les uns que les autres. Chacun a son métier. Il faut faire quelque chose dans la vie. Et donc, moi, je veux pas qu'on m'appelle professeur pour cette raison-là. Et je pense être aussi compétent, même sinon plus que les autres, parce que dans cette discipline, j'ai toujours eu 20 sur 20 au concours, et quand j'ai passé le concours sans Macopa, j'ai eu 20 sur 20 en 1974, et j'ai pu parler à l'Académie de pharmacie, parce que le président de l'Académie de pharmacie avait passé le même concours que moi, il était dans les choux, et moi j'ai eu 20 sur 20, il a dit, Fourtillan, il faut l'écouter. Et j'étais pas membre de l'Académie, parce que ça m'intéressait pas, alors
ils ont écouté, ils ont dormi, ils ont rien compris. Et puis, quand il y a eu l'histoire du charlatan, ils sont ressortis, oh, il a dit des bêtises, ils sortent du bois. C'est pas des bêtises du tout. Et par contre, l'industrie pharmaceutique a parfaitement compris. Je n'ai jamais eu la moindre critique, parce que mon bouquin est sorti en français et en anglais, je n'ai jamais eu la moindre critique. Il n'y a qu'un crétin, le professeur Damier, qui m'a critiqué, sans savoir pourquoi. Il a dit c'est trop simple, vous pensez, il est tellement bon en chimie. C'est le seul, c'est lui qui nous a dénoncé d'ailleurs. C'est ça, oui. Bon. Et ils savent très bien que j'ai trouvé. Mais ils ne s'attendaient pas du tout à ce que je sorte de la lumière. Mais je suis arrivé à la lumière comme ça, par un concours de circonstances. Mais il n'y a pas de hasard. Alors, que faut-il faire pour s'en sortir, reviens pour les jeunes pour parents. Pour sauver les enfants, alors d'abord, maintenant, voilà. On va faire interdire. Ça, c'est obligatoire. Et je vais contacter le Robert Kennedy. Parce que Robert Kennedy, la condamnation, elle est maintenant, on a supprimé la vaccination forcée, c'est-à-dire que l'obligation de vacciner est supprimée, même pour le vaccin de l'hépatite B. Il n'y avait pas 11 vaccins là-bas, mais il y avait des vaccins qui étaient obligatoires pour entrer dans les hôpitaux, tout. C'est fini. Il n'y a plus d'obligation forcée. Alors en France, c'est quand même le marché américain, 50% du marché mondial. Deuxièmement, évidemment, ils ont vérifié, ils ont reconnu qu'ils n'avaient jamais fait d'essai, alors qu'ils en ont fait un. Mais ils s'en sont même pas rendus compte. C'est invraisemblable. C'est le plus grand scandale depuis l'Antiquité qu'on ait jamais vu. C'est un véritable génocide. Parce que c'est quand même dû à l'incompétence de ces experts. Alors le ministre va dire, c'est pas moi, c'est le directeur de l'ANSM. Qu'est-ce qu'il va dire, lui? Oui, les académies, ils avaient tous dit, ils ont tous fait la faute. De toute façon, et puis derrière, à la fin, ils vont dire, c'est les 4 profs, là. On l'a déjà entendu. À la fin, il va falloir s'arrêter. Responsable, mais pas coupable. Et mais là, c'est responsable et coupable. Parce que Georgina Dufoy, elle n'était pas coupable. Elle avait exactement raison, Georgina. Tandis que là, ils sont coupables. Parce qu'ils n'ont pas respecté le commandement de la FDA. Oui. Ce qui fait que tous les États vont être condamnés, ils vont devoir rendre des comptes. Tous les malades, les millions de morts, et puis les malades qui ont Parkinson actuellement. Or, ils nous ont bloqué la fabrication des patchs. Ils appellent au secours, les gars. On a eu des morts depuis. On a eu 3 suicides quand ils ont appris qu'il n'y avait plus de patchs. Et alors, on va les soigner avec le silicium. Et c'est assez marrant parce que le silicium permet d'aller chercher l'aluminium dans le cerveau et de l'éliminer de l'organisme. Donc on supprime la cause et on va traiter les conséquences par le patch. C'est le seul moyen de sauver les enfants. Et voilà. Et le hasard, c'est pas un hasard, c'est moi qui ai fait la découverte. Je suis le seul au monde à avoir fait ma thèse sur les organosiliciés, ça vient de l'école bordelaise, et je suis le seul à avoir trouvé aussi la toxicité de l'aluminium. C'est pas le hasard. Merci, professeur Fourtillon. On pourrait encore en discuter pendant de nombreuses minutes, sinon quelques heures. En tout cas, chers auditeurs, je rappelle, pour une fois, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées et puis le professeur se fera un plaisir de vous envoyer l'ensemble des documents qui sont en français et en anglais d'ailleurs. Nécessaire pour sauver les enfants. Nécessaire pour bien comprendre les choses, y compris le dossier scientifique. Tout est très clair, c'est parfaitement analysé. Mais j'ajouterais que nous avons déjà prévu plusieurs millions de doses de G7 pour les enfants. Ils doivent prendre, les petits-enfants doivent prendre une demi-gélule dans un verre d'eau, c'est très facile à prendre tous les matins, et ça va éliminer l'aluminium qu'ils ont dans le cerveau, et ensuite, s'ils ont un symptôme, on utilisera le patch. Voilà, nous avons le traitement. Merci professeur, chers amis, bonne semaine, à bientôt.